tout de suite. Tête à tête. Le top est lancé et toute la République est en effervescence. Les législatives et locales approchent. Les partis politiques et associations se mobilisent. C'est dans ces contextes ce soir que nous recevons l'honorable Geoffroy Fou-Mbola avec qui nous allons parler de la majorité bloquante, mouvement électoral ou parti politique. Bonsoir honorable. Bonsoir. Comment allez-vous? Toujours bien quand on est sur le plateau de Alpha TV. La santé, la famille? Ça va par la grâce de Dieu, le Seigneur prend soin. Gloire à Dieu. Honorable, en cette période charnière liée aux échéances à venir, quel est votre état d'esprit? Et vous-même, comment allez-vous également? Positif toujours. Toujours positif. Tant que le Seigneur est là, le reste, ce sont des détails. Donc soyez rassurés, on est toujours positif et puis on se prépare en conséquence. Alors aujourd'hui, nouveau look, paire de lunettes. Quel message faites-vous passer? Non, look, on va dire, qui s'impose à nous. Parce que simplement c'est une prescription médicale. Il faut dire que depuis un peu plus de pratiquement une année, je lutte contre le port de verre, mais à un moment donné, la santé n'a pas de prix et il faut suivre les conseils des médecins. Tout à fait. Même si ça me fait bizarre, parce que j'aime être détaché de tout support sur moi, mais là j'ai pas le choix que d'avoir cette prescription médicale, donc cette paire de verre. Ok. Qui me permettra, je l'espère bien, de voir mieux davantage là où peut-être je ne voyais pas au cours des précédentes années. Alors, on espère également. Alors, vous étiez porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui président de la République. Et quelle expérience retenez-vous de cet épisode de votre parti, de votre vie? Mais il faut dire que c'est une expérience qui est positive, parce que nous avons eu à soutenir un projet de société porté par notre candidat. Et nous n'avons pas été seuls, d'autant plus qu'il a recueilli 94,85% des suffrages. Près de 600 000 Gabonais ont accordé leur confiance au président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est un record, parce qu'il faut rappeler quand même que la dernière élection présidentielle de 2016, c'est à peine 300 000 électeurs, sinon un peu plus, qui ont apporté leur suffrage aux deux principaux challengers qui étaient Ali Bongo et le candidat Jean Ping. Or là, pour 2025, c'est quasiment le double de la somme des suffrages d'Ali Bongo et de Jean Ping en 2016 qui a été accordée au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema avec un taux record de participation. Donc, c'était un sentiment de devoir accompli. Nous pensons que nous avons donné au Gabon le président qu'il faut à la tête de l'exécutif et c'est pour cela que nous nous relançons pour nous battre à donner au Gabon maintenant le Parlement qu'il faut à la tête du législatif. Ok. Nous sommes en pleine 5e République. Peut-on conjuguer l'ère des Bongo au passé? Non, on va pas. Vous savez comment je suis assez direct et franc. On peut pas, pour le moment, conjuguer l'ère des Bongo au passé. Le seul élément positif pour le moment, c'est que on n'a plus des Bongo ou un Bongo à la tête de l'exécutif. Maintenant, il faut que derrière, les habitudes de Bongo aussi disparaissent. Or, nous constatons malheureusement que même en période de transition, on constate les mêmes comportements. Les fraudes aux examens sont toujours présentes, certaines disparités le sont toujours, même s'il faut reconnaître qu'il y a des avancées en matière d'infrastructure. Voilà, parce que nous voyons des immeubles qui poussent de partout. Nous avons revu le lancement, l'ouverture des concours d'intégration à la fonction publique. Donc, il y a du côté positif. Maintenant, le gros du challenge, c'est au niveau de la mentalité de la population. Une population qui hérite pratiquement de 60 ans de culture Bongo PDG. Voyez-vous, là, on s'apprête à aller en campagne, mais les réflexes sont toujours les mêmes. Vous avez des électeurs qui attendent toujours qu'on envoie des bus venir les prendre, les parquer comme du bétail, donner un t-shirt 2000 pour aller assister au meeting d'un candidat. Alors que dans des pays comme le Sénégal, ce sont ces électeurs qui refusent d'être traités comme du bétail, mais qui eux-mêmes se mobilisent pour accompagner leurs candidats. Et donc, on va se battre à œuvrer maintenant à changer les mentalités, mais ça prendra du temps. C'est pas en quelques années ou en quelques mois qu'on peut changer plus de 60 ans de culture de cette nature. Alors, honorable député de la transition,
homme des réseaux sociaux, parfois assimilé à un activiste. C'est quoi le secret de votre énergie d'être toujours partout à la fois? Je sais même pas, je n'arrive même pas à me l'expliquer. Vous savez, ce qui est sacerdoce, vous avez des difficultés à ressentir ça comme étant une pesanteur. Vous ressentez ça comme étant une pesanteur quand on fait des choses par contrainte. Mais quand vous le faites avec le cœur, avec conviction, vous faites des choses que vous-même, en fait, vous posez des questions, mais où est-ce que je gagne cette énergie? Mais pour le chrétien que je suis, je reste convaincu que c'est le Seigneur qui renouvelle cette énergie. Et tant qu'il est au contrôle, ben moi, ça me rassure. Alors, acteur de la société civile, une société civile que bon nombre de Gabonais commencent à remettre en cause. Il y a combien de sociétés civiles au Gabon? Non, mais la société civile est un tout. C'est comme si on demandait, il y a combien de politiciens au Gabon? La société civile, c'est un ensemble. Dans la société civile, vous avez de ceux qui sont engagés, de ceux qui ne le sont pas, de ceux qui se battent, comme de ceux qui recherchent leurs propres intérêts. Tout comme dans les partis politiques, nous avons de ceux qui sont engagés, de ceux qui ne le sont pas, de ceux qui sont des commerçants, des marchands. Même au niveau de la population également, c'est la même chose. Peu importe le secteur d'activité dans lequel nous sommes, peu importe le lieu dans lequel nous sommes, nous trouverons toujours des bons, des moins bons et des personnes qui sont totalement irrécupérables. Donc, on ne peut pas ici aujourd'hui dire que la société civile est totalement négative. Non, il y a certains qui se sont distingués négativement, d'autres qui se sont distingués positivement. Moi, j'estime appartenir à cette société civile qui s'est distinguée positivement et qui reste droit dans ses bottes par rapport à son engagement civique. Bon, maintenant, pour les autres, je ne saurais porter des critiques sur eux. Bon, peut-être que leur positionnement ou repositionnement est justifié. On espère juste que cela est fait de façon objective et pas du tout pour des intérêts cupides ou pécuniaires et autres. Alors, certains Gabonais nous ont fait savoir que Geoffroy Fongola est en train de doucement devenir un homme politique sans le savoir. Ou bien, on se trompe sur... Bon, mais en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement, ça fait beaucoup de choses sont à reconstruire, comme je le disais. D'abord, les mentalités. Je vous explique quelque chose de simple. Si vous demandez aux Gabonais qu'est-ce que vous pensez de la Constitution, beaucoup vont vous reprendre les discours des politiciens qui ont passé le temps à ternir cette Constitution. Oui, elle est mauvaise. D'accord. Est-ce que vous avez lu tous les articles de la Constitution? Est-ce que je peux lire un chiffon comme ça? Donc, vous vous prononcez sur un document que vous n'avez jamais lu. Si on aurait pris la peine de lire le document appelé la Constitution, on aurait compris que la démocratie telle qu'elle se faisait avant cette nouvelle Constitution ne sera plus jamais la même après cette nouvelle Constitution. Je m'explique. Avant, la démocratie était pluraliste uniquement. Ce qui revient à dire que la démocratie ne concernait que les acteurs politiques, de la majorité, de l'opposition ou du centre. Dans la nouvelle Constitution, la démocratie est dorénavant pluraliste et participative. Le caractère participatif a été rajouté pour permettre aux non-politiques comme nous de participer également au débat démocratique. Donc, ce qui vient à dire qu'aujourd'hui, les gens vous diront, je fais de la politique en tant que Geoffroy Fongola, parce qu'ils restent dans les conceptions anciennes du fonctionnement de notre État, où la démocratie n'était que pluraliste. Ils n'ont pas encore intégré que la démocratie est dorénavant aussi participative et qu'on peut ne pas être dans un parti politique, ne pas être un politicien, être un acteur civique, un entrepreneur, un journaliste et décider de participer au débat démocratique. Donc, nous, aujourd'hui, c'est la posture dans laquelle je me retrouve, dans laquelle je me suis toujours retrouvé, à la seule différence qu'avant, on était obligé d'être assimilé à des acteurs politiques parce que notre démocratie n'avait pas encore, dans sa constitution, le caractère participatif. Et nous nous sommes battus en tant qu'acteurs civiques lors de l'élaboration de cette constitution à intégrer le caractère participatif pour permettre à ceux qui sont non politiques de participer eux aussi au débat démocratique. Donc je suis là, pas en tant qu'acteur politique, mais en tant qu'acteur de la démocratie participative. Ça prendra du temps pour que les gens commencent à l'intégrer, mais on se battra pour que les gens arrivent à nous dissocier des acteurs politiques qui, eux, appartiennent à des partis politiques et autres. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est au cours d'une conférence de presse que vous avez annoncé la naissance de la majorité bloquante. La majorité de qui? Pour bloquer quoi? Vous avez la parole. D'accord. Alors, la majorité bloquante, la majorité de qui? C'est la majorité du peuple gabonais. La majorité bloquante, la majorité de qui?
c'est la majorité de ceux-là qui pensent qu'il est nécessaire qu'au sein du Parlement, on puisse avoir un curseur capable d'empêcher à ceux qui auront la majorité des députés de faire des dérives administratives et constitutionnelles. La majorité bloquante, en fait, devait comprendre cette majorité comme quelque chose de simple. Voyez-vous, la majorité bloquante est ce qu'on appelle, en langage parlementaire, une minorité de blocage. Je m'explique. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de certains textes majeurs à prendre, ces textes peuvent être pris soit par voie parlementaire ou par voie référendaire. Je prends le cas de la modification de la Constitution. Pour modifier une Constitution, la Constitution elle-même dit qu'il faut, par voie parlementaire, il faut que cette modification puisse avoir l'accord de plus de 2/3 des députés. Et que si on a plus d'1/3 de députés qui s'opposent, on ne peut pas modifier la Constitution comme on veut, sans pour autant faire recours au référendum. Donc la majorité bloquante n'est tout autre que cette minorité de 1/3 que nous voulons instaurer dans notre Parlement pour dire, lorsqu'il s'agira peut-être de prendre des décisions majeures qui en réalité requièrent la vie de la population gabonaise, il faut le faire par référendum, parce qu'on ne veut plus que notre Constitution, par exemple, soit modifiée comme ça l'a été tout au long des 30 ou 40 dernières années. Donc c'est le sens de notre engagement à travers ce que nous avons défini comme étant la majorité bloquante. Et à ce côté également, il faut retenir que la majorité bloquante, c'est 1/3 non pas pour mission d'empêcher à celui qui gouverne de gouverner. Parce que pour prendre des lois, prendre des ordonnances, il n'a juste besoin d'une majorité relative, donc une majorité simple, qui est l'équivalent de la moitié des députés plus 1. Donc vous voyez que avec la moitié des députés plus 1, il peut gouverner. Mais nous nous disons qu'il faut toujours être prudent. Vaut mieux avoir une sécurité pour le peuple gabonais, pour que dans cette gouvernance, lorsque celui qui dirige voudra aller plus loin que ce qui est classique, qu'il y ait un groupe de parlementaires qui disent non, là, on ne fait pas ça de cette façon, il faut faire la chose de telle ou de telle façon. Donc c'est ce que nous voulons représenter comme majorité bloquante. Je vais chuter par là. Voyez-vous, la plupart des grands événements du Gabon et les grandes décisions majeures de notre pays ont été prises lorsque le Parlement disposait quand même d'une majorité bloquante. En 1960, Léon Mba, parce que quand on écrivait notre démocratie, les parlementaires conduits par le président Ngondjo à l'époque, avec des leaders comme Jean-Hilaire Obam de l'opposition, quand ils étaient en train de rédiger en novembre la constitution du Gabon, lors de la deuxième session parlementaire, eux, ils militaient pour un régime parlementaire. On n'avait pas encore de président. On avait un premier ministre qui était Léon Mba. Et Léon Mba, lui, voulant garder toutes les prérogatives de leader, lui militait pour un régime présidentiel. Et ce qui fait que Léon Mba n'avait pas suffisamment de députés acquis à sa cause pour favoriser la naissance d'un régime présidentiel. Dans l'une des nuits de novembre 1960, Léon Mba a procédé à ce qu'on a défini comme étant le tout premier coup d'État constitutionnel du Gabon, parce qu'il avait fait arrêter tous les députés, dont le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Ngondjo, qui était en même temps le président de son parti politique, le BDG, parce qu'il faut le rappeler en ce temps, le MSCG de Léon Mba avait fusionné avec le PDG, qui existait déjà dans les années 50, de Ngondjo, pour former le BDG, le Bloc démocratique gabonais. Et c'est en ce sens que Léon Mba était Premier ministre, pendant que Ngondjo était le président de l'Assemblée. Et donc là, ils étaient en train de définir ça. Ça, c'est la première histoire de notre minorité de blocage. Léon Mba a dû procéder au coup d'État constitutionnel pour imposer le régime parlementaire, parce que le régime présidentiel, parce que l'année d'après, en janvier ou février 1961, Léon Mba a procédé à une élection, sachant que la plupart des députés qui étaient en fonction en 1960 étaient soit arrêtés, soit en prison. Et il a maintenant pu avoir sa majorité absolue qui a voté le régime dont il avait besoin. La deuxième fois de notre histoire où on a eu une minorité de blocage, c'était en 91, quand on sortait du parti unique. Et vous vous rappelez qu'en 91, on a eu la constitution de 91 qui a dirigé la transition.
On a eu le tout premier référendum du Gabon, celui de 95. Et pendant la législature qui est partie de 91 à 96, on n'a pas enregistré des modifications par voie parlementaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au sein du Parlement, on avait au moins un tiers des députés qui n'appartenaient pas au PDG et qui empêchaient le président Bongo de faire comme il voulait. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui en créant la troisième minorité de blocage de l'histoire de notre pays. Parce qu'on prête des mauvaises intentions au président, mais on n'est jamais assez prudent, surtout quand on voit que dans son parti politique, autour de lui, ce sont beaucoup de PDGistes qui sont revenus et on a peur que ces PDGistes-là partent s'aimer la même graine pendant son magistère. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pepesi Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Alors, au cours de cette même conférence de presse, nous avons constaté la présence de l'honorable Lionel de SOS Prisonnier, mais également de Marcel Libama dans vos affiches. C'est quoi le fond du message de ce rapprochement? Non, mais on a toujours été ainsi. On est tous trois. Bon, disons que nous étions 8 députés de la transition pour le compte de la société civile. Déjà, on était censé être 25. Lorsque le président a nommé sur proposition du président de l'Assemblée nationale, on s'est retrouvé curieusement à 8 députés de la société civile sur les 25. Et le reste a été complété par majoritairement les députés, par les PDGistes, à qui on a donné les places qui étaient réservées à la société civile. Donc, sur les 8 que nous étions de la société civile, d'autres ont fait le choix, par exemple, de rentrer dans le parti du président, Oligui Nguema UDB. Ils ont décidé de faire de la politique. Marcel, Lionel et moi, nous avons décidé de rester dans le volet société civile comme on l'a toujours été. Et il faut rappeler que pour ceux qui suivent l'actualité parlementaire, Marcel, Lionel et moi sommes ceux qui souvent majoritairement votons contre certains textes. S'il y a 3 voix contre, c'est majoritairement nos 3 voix. Donc on les a quelquefois qualifiés à l'intérieur d'opposants de la transition. Mais ça n'a rien à voir. Quand les lois sont bonnes, on vote pour. Quand elles sont mauvaises, on vote contre. Donc nous, on a voulu rester cohérents avec notre engagement en ayant l'idée justement de constituer cette majorité bloquante et en travaillant dans le sens d'amener beaucoup plus de personnes au sein du Parlement, partageant cette objectivité que nous avons. Donc c'est juste ça. C'est pas un rapprochement. On est acteurs de la société civile ensemble depuis même avant la transition. On mène les combats ensemble depuis avant la transition. On est sur le terrain ensemble depuis avant la transition. Donc on ne fait que poursuivre
ce que nous avons toujours entrepris ensemble. La suite de l'histoire. Ouais, ça continue. Et pourtant, nous avons constaté, nous avons le plus souvent remarqué que ça va pas trop entre vous et Marcel Ibama. Ah, non, on n'a aucun souci. Bon, en fait, il faut comprendre une chose. Pendant la présidentielle, le problème de Marcel, c'est pas tant qu'il était contre le président de la transition, il a toujours dit. Lui, sa position, il était opposé au fait qu'il y ait beaucoup de PDGistes à qui le président de la transition avait fait confiance pour conduire sa campagne présidentielle. Et il a toujours dit, par là, il a voulu manifester son mécontentement parce qu'il avait le sentiment que nous qui sommes acteurs de la société civile, qui nous sommes battus contre ces PDGistes-là, c'est comme si c'était en fait un pied de nez qui nous était adressé en faisant plus confiance aux PDGistes que nous avons combattus hier. Et c'est dans ce sens qu'il avait pris sa posture. Et si vous suivez même, la plupart de ceux qui étaient opposés, bon nombre de ceux qui étaient opposés au président de la transition, la plupart des interventions, c'est pas tant qu'ils le disaient tout le temps contre le président, mais ils étaient contre le fait que le président continue de la transition, continuait d'offrir autant de places importantes à des PDGistes à qui il avait arraché le pouvoir. Et donc là, les gens ne se retrouvaient plus. Comment arracher le pouvoir à des personnes et mettre majoritairement ces personnes-là au cœur de votre dispositif. Donc on n'a jamais eu de problème avec Marcel. Pour preuve, au Parlement, on est ensemble. Non, c'était juste cette période. Et puis vous connaissez Marcel, c'est Marcel Ibama. Donc sur le plateau, et je lui ai dit, il m'a traité de PDGiste parce que j'étais de l'autre côté, tout ça. Mais bon, c'est Marcel. Si Marcel ne fait pas ça, c'est que c'est plus Marcel. C'est plus Marcel. Alors la majorité bloquante, tout le monde en parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une arme de guerre. Vous faites peur, honorable? Je sais pas si je fais peur. Mais si on fait aussi peur que ça, dans ce cas, que tous les candidats se retirent et puis qu'ils nous laissent seuls comme candidats. Non. Je pense simplement que ce qui est défini comme peur ne vient pas tant de la population. Mais c'est surtout peut-être des acteurs politiques qui avaient mis en place un système où les gens s'engageaient par émotion et non par objectivité. Je pense qu'ils avaient peut-être fait le pari que, en nommant des personnes comme nous au sein des hautes institutions ou en nous confiant des responsabilités importantes, on remettrait peut-être en cause notre engagement pour se battre à préserver nos intérêts. Et donc, ce qui gêne aujourd'hui, c'est peut-être de voir des personnes qui gardent la tête haute, des personnes qui restent les mêmes malgré les positions que ces personnes occupent aujourd'hui. Et peut-être la crainte, c'est de se dire, il faut pas qu'on véhicule cet esprit chez le plus grand nombre des Gabonais parce qu'on a tout intérêt à garder les Gabonais accrochés à un t-shirt, une canette 2000, à se prostituer mentalement pour pouvoir continuer à exister en tant que leader, soit politique ou civique. Donc, je comprends la peur qui est la leur, mais même si nous ne sommes pas là, l'esprit est tellement véhiculé que d'autres personnes continueront ce combat-là. Alors, pensez-vous que les Gabonais ont réellement compris votre démarche? Sinon, quel retour avez-vous? Là, je vais faire comme au quartier. Vous pensez que là, ils ont compris? Non, mais c'est avec le temps. Parce que vous avez encore des personnes, en fait, mais vous savez, comme je dis, c'est une question de culture de plus de 60 ans. C'est pas pour maintenant que ça va changer. Hein. Vous avez vu, beaucoup de compatriotes vont vous dire, oh, nous, on veut une démocratie comme au Sénégal. On veut une démocratie comme aux États-Unis, comme en France. Mais en France, aux États-Unis, au Sénégal, ce sont les citoyens qui cotisent pour les candidats. Ce ne sont pas les candidats qui transportent les gens comme du bétail dans des bus pour aller assister aux campagnes. Or, les gens qui vous disent qu'ils veulent que leur démocratie soit comme les pays qu'ils citent, sont les mêmes qui vous disent que non, moi, pour venir assister au meeting, il faut me trouver quelque chose. Donc, vous voyez que la mentalité n'est pas encore prête à changer. Mais, avec le temps, ça va aller. On a reçu aujourd'hui, dans le cadre de notre appel à fond, notre première contribution, 5 000 avec 150 francs de frais. C'est déjà un début. Parce que nous avons fait comprendre, et nous continuons de faire comprendre aux gens que c'est à vous d'envoyer vos représentants au Parlement. Et que si pendant tout ce temps, les parlementaires ne se sentent pas redevables de vous, à vous, estiment qu'ils n'ont pas de compte à vous rendre, mais c'est simplement parce qu'ils estiment que ils vous ont déjà payé. Ils vous ont donné 5 000 pour assister à leur meeting. Ils vous ont donné un t-shirt, une canette pour aller voter en leur faveur. Mais ils n'ont plus rien à, puisque c'est une prestation de service. Vous ne vous êtes pas comporté
envers eux comme étant des citoyens. Vous êtes comporté envers eux comme étant des clients et eux, des fournisseurs. Un fournisseur, quand il a fini de payer un client, mais c'est fini, vous allez encore exiger quoi au fournisseur? Or, nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les citoyens comprennent que c'est à eux de prendre la responsabilité de nous envoyer pour être exigeants envers nous. Pour la petite parenthèse, beaucoup de gens me disent souvent, oui, mais tu fais des sorties contre le président, tu critiques quelques actions du président. J'ai dit oui. Parce que moi-même, je me suis levé un matin, j'ai dit, je vais soutenir le président. Nous nous sommes déplacés un matin pour aller à son siège, pour déposer 150 000 francs de contribution du copil citoyen pour soutenir son action. Donc nous avons l'obligation d'être critiques envers lui, parce que c'est nous qui avons contribué à ce qu'il soit là-bas. Mais quelqu'un qui le président a donné 100 000, un t-shirt, une canette, tu t'as transporté, mais tu vas être redevable en vertu de quoi? Tu ne te reconnais pas, parce que tu estimes que il a déjà payé ta prestation. Donc nous, qui ne nous comportons pas comme étant des clients pour les personnes que nous soutenons, mais comme des citoyens, nous devons toujours d'attirer l'attention de ceux que nous accompagnons, que nous soutenons, pour dire là c'est bon, là c'est pas bon, parce que notre crédibilité aussi est engagée par rapport à leur action. Donc, on espère que les choses vont changer, mais laissez-moi vous dire qu'à plus de 80%, beaucoup de personnes qui nous suivent, qui disent qu'ils veulent le changement, se comportent toujours comme étant des clients, comme étant des mendiants auprès des hommes politiques. Vous allez voir, les élections arrivent. Ils vont totalement oublier que c'était les Lionel Ngonga sur les questions des déguerpissements qui étaient au devant de la scène. C'était les Fumbula qui étaient au devant de la scène sur des dossiers chauds du pays. Les 5 000 qu'on va donner à ces personnes, c'est-à-dire, ils vont devenir comme des personnes totalement formatées, lobotomisées, au point, et c'est comme ça, en fait, à chaque élection, au Gabon, c'est la même chose. Vous ne reconnaissez plus les gens. Les gens, quand ils avaient un problème, qui vous appelaient, oui, monsieur Fumbula, là, j'ai tel problème. À l'époque, je ne t'ai pas encore nommé, mais voilà, je vais, avec mon téléphone, aller constater la situation. Moi qui paye mon taxi, je fais les courriers, je dépose, c'est mon nom, c'est mon papier. Mais la même personne, quand l'élection arrive, quand tu dis à la personne, non, mais il faut voter tel de façon objective. Oh, non, chacun pense d'abord à soi. Moi, j'allais perdre mon temps là-bas, alors qu'on peut me donner 10 000, 20 000 là-bas. Mais bon, si on regardait tout ça, on serait découragé. Mais comme on sait que le Gabon est plus grand que tout ça, c'est ce qui nous donne la force de toujours continuer malgré les comportements de nos compatriotes. On espère qu'ils vont changer un jour et qu'ils auront la mentalité de nos frères du Sénégal, du Ghana, du Nigeria, des États-Unis, de la France, qui soutiennent leurs leaders et qui l'accompagnent ces leaders. Tout à fait. Alors, il était très rare de voir la société civile s'intéresser au Parlement. Avec la majorité bloquante, vous emmenez une nouvelle donne. Non, il faut dire que moi, j'ai toujours, en tant qu'acteur civique, j'ai toujours milité pour que ceux qui défendent les causes puissent se retrouver au Parlement. En 2018, j'ai pas pu être candidat, mais je me suis engagé à soutenir d'autres qui étaient candidats. J'ai payé les cautions de 2 jeunes compatriotes qui étaient candidats parce que je n'ai pas pu être candidat. J'ai apporté le soutien que je pouvais. Je me suis même rendu, je me rappelle la première fois que j'arrive à Ndende pour apporter un soutien physique à ma petite sœur Elsa Boukandu qui était candidate. Voilà, on a poussé les bus, tout ça, elle était candidate. On a fait le tour, Nicolas Obamondo, voilà, qui était qui était président de la mutuelle de l'UEB, le docteur Nicolas aujourd'hui. On a apporté notre soutien parce qu'on faisait comprendre à ces leaders que vous ne pouvez pas être de ceux-là qui défendent au quotidien des causes et ne pas vous retrouver là où les décisions se prennent, avec l'avantage que vous aurez une immunité parlementaire qui va vous protéger de toute forme de poursuite. Et on faisait comprendre en ce temps à ces personnes, à ses frères et à ses sœurs, que le Parlement, c'est nous qui avons pensé que le Parlement est réservé aux milliardaires, aux politiciens. Quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions, qui a détourné de l'argent, il est milliardaire, il a des immeubles, des comptes garnis à l'extérieur. Mais il se bat pour être député, où le salaire c'est le million. Vous pensez que c'est le million là qu'il suit, non? Il cherche quelque chose de plus fort que ça. Il cherche l'immunité parlementaire. Parce qu'il sait qu'avec son immunité parlementaire, peu importe les milliards qu'il a détournés, tant qu'il reste député, il ne sera jamais poursuivi par aucune justice dans le monde. Et c'est pour ça que d'autres se battent à investir des milliards, à acheter des consciences, parce que ils savent que s'il perd cette immunité-là, une plainte arrive, le gars se retrouve en prison.
aujourd'hui, Nord-Est, en tant qu'acteur civique en ce qui me concerne, je me suis toujours intéressé au Parlement et j'ai toujours invité les compatriotes à envoyer, même si c'est pas nous, mais envoyer des gens qui sont capables de défendre vos causes au Parlement. Parce que le sens du Parlement, c'est de défendre des causes. Quelqu'un qui n'a jamais pris position pour vous, on casse chez vous, on déguerpille, la personne n'a jamais parlé, mais vous l'envoyez être député pour faire quoi? Les personnes qui depuis peut-être, je sais pas, 2, 4, 5, 6 législatures députés, n'ont jamais voté une loi pour vous. Vous maintenez la personne députée, pourquoi? Le travail du député, c'est de défendre la population. Et à côté de ça, pour mieux défendre cette population, c'est de voter, faire voter des lois pour cette population. Moi, je peux aujourd'hui me réjouir. Je n'ai fait que quelques mois de législature. Sur les 8 propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale de la transition, j'en ai déposé 3 qui ont été adoptées à 100% par l'Assemblée. En quelques mois de législature. Mais je me dis que sur le pipeline des 73 propositions de loi que nous avons, si nous sommes plus nombreux acteurs civiques de la majorité bloquante au Parlement, si nous sommes 73 comme nous ambitionnons d'être, parce que ce sont les 73 qui représentent les 1/3 des 215 parlementaires, nous sommes porteurs de 73 propositions de loi, nous sommes au moins sûrs que chacun va porter au moins une proposition de loi et apporter au corpus juridique gabonais 73 nouvelles lois au bénéfice des populations. Mais est-ce que ces populations-là comprennent ça comme ça? On ne sait pas. Ces populations vont vous dire que c'est celui qui est venu donner le sac de riz qui est le meilleur candidat. Celui qui parle au gros français là, oh, il ne nous apporte rien, ainsi de suite. Non, mais tant qu'on sera dans ces conceptions-là, le peuple continuera à souffrir. Alors, vous visez au moins, selon votre logo, 73 députés. Parlementaires, députés et sénateurs. Oui. Exactement 49 députés au moins pour constituer les 1/3 des 145 députés à l'Assemblée nationale et au moins 24 sénateurs pour constituer les 1/3 des 70 sénateurs. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est ce qui fait les 49 plus les 24, c'est ce qui fait les 73 parlementaires. Ah, ok. Et si aujourd'hui vous avez cette majorité bloquante, qu'auriez-vous fait face à la situation des déguerpis des quartiers de Libreville? Justement, en tant que majorité bloquante, si on avait eu au moins ces 49 députés, nous ne serons peut-être pas qu'à 2 ou à 3 au Parlement à porter la voix. Nous aurons été peut-être plus nombreux. On aurait pu faire une descente sur le terrain. Vous imaginez 73 députés menus de leur écharpe devant les bulldozers pour dire tant que la situation n'est pas clarifiée, on ne touche rien. Je pense, et je suis sûr et certain que cela aura produit l'écho escompté. Mais si vous n'en avez qu'un seul ou deux sur le terrain, parce que j'ai vu, il y a Lionel et moi qui avons fait, moi j'étais pendant la période, j'étais hospitalisé pendant cette période-là, mais sorti de l'hôpital, je m'étais rendu sur place. Mais si nous ne sommes qu'à 2, vous voulez qu'on ait quel poids? Publicité. Publicité. Premiumbeat.com. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins
de 35 ans. Pepesi Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur quoi le Ricola, problème? c'est un citoyen. Il est parti Membre du COPIL citoyen. membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je voulais... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Mais je pose encore la question. Quand il y a eu ces déguerpis-là, il y a beaucoup qui ont été parlementaires votés dans les arrondissements où les gens ont été déguerpis. Ont-ils vu leurs députés à qui ils avaient accordé le suffrage, bien qu'ils les représentaient en ce temps-là, se prononcer pour dire ce qui est en train d'être fait n'est pas normal? Ont-ils vu leurs maires, ceux qu'ils avaient votés comme maires, se prononcer pour dire non, les déguerpissements sont faits en violation de la loi? Non. Quels sont ceux qui se sont prononcés? C'est nous là qu'Oligui a nommé. Donc la logique a même voulu qu'on ne se prononce pas puisqu'on n'a pas été élu par eux. Eux, ils ont toujours choisi leurs gens, mais qui ne se prononcent jamais sur leur situation. Mais quand il y avait des situations comme celle-là, on appelait qui à la rescousse? On citait, ce sont nos noms-là, encore mon nom qui est très sucré, qu'on mange un peu dans toutes les sauces, Fumboula ne parle plus, il a la bouche pleine. Mais est-ce que vous avez déjà un jour voté pour Fumboula? Est-ce que Fumboula est dans cette circonscription-là? Non. Mais c'est nous là, parce qu'on est d'abord humains, on a d'abord un engagement civique. C'est toujours nous autres là qu'on insulte tous les jours, qui sommes au devant de la scène pour dire non, là c'est pas bon, là il faut faire attention, c'est pas normal qu'on déguerpisse dans ce sens. Mais les gens qui occupent toujours les hautes fonctions, qui ont même grandi dans ces quartiers-là, mais ils ne se sont jamais écouté ces personnalités-là se prononcer, hein. Et pourtant c'est leur électorat. Mais bon, on va se battre, comme vous l'avez dit. Si on est plus nombreux, si on est 73, je pense que cette force-là peut empêcher que certaines dérives soient commises. Alors, quelles sont les ambitions électorales de votre mouvement et sur combien de circonscriptions seriez-vous présent? L'objectif pour nous, c'est de positionner au moins 73 parlementaires. Comme je le disais, 49 issus de l'Assemblée nationale et 24 issus du Sénat. Donc, au moins 73. L'objectif de notre mission, de notre mouvement, n'est pas de financer ou d'accompagner des candidatures, comme on l'entend, comme le ferait le président et son parti, et ainsi de suite. Non. Nous offrons une plateforme qui vise à fédérer toutes les candidatures indépendantes. Depuis hier, nous recevons beaucoup de compatriotes. Non, depuis avant-hier même, nous recevons beaucoup de compatriotes. Bon, pas avant, depuis lundi, on va dire ça comme ça, nous recevons beaucoup de compatriotes qui ont leurs moyens, qui sont déjà organisés, mais qui n'avaient pas un espace auquel se greffer pour pouvoir se positionner. Donc, ces personnes ont décidé de rejoindre notre mouvement, la majorité bloquante, pour faire corps ensemble et puis évoluer. Donc, notre stratégie principale est d'offrir cette voie-là à tous ceux qui sont candidats indépendants et qui souhaitent justement contribuer à ce que notre Parlement se dote d'une majorité bloquante. Alors, que représente Libreville pour la majorité bloquante pendant ces échéances? Le principal challenge, c'est Libreville. Nous allons nous battre. Si on peut avoir le contrôle de la mairie de Libreville, ce serait un signal fort parce que nous avons un rêve pour Libreville. Si nous avions le contrôle de la mairie de Libreville avec le fait de la décentralisation, c'est surtout ça le côté positif de la décentralisation. Un ministre ne peut pas venir dans une circonscription municipale, venir casser chez les compatriotes, ainsi de suite, sans pour autant s'accorder avec le patron de cette municipalité qui est le maire. Or là, on a des circonscriptions qui étaient toutes sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc, il n'y avait pas une véritable autonomie. Aujourd'hui, à travers la décentralisation qui a été rendue constitutionnelle, nous voulons prendre le contrôle des municipalités pour donner sens à la vie dans nos cités, en faire des moteurs, des développements, des modèles
d'intégration, des véritables pôles économiques. C'est ce que nous voulons faire de nos municipalités. Nous voulons être ces maires, demain, pour ceux qui vont être à ces fonctions, objectifs, conscients et protecteurs de leur population, contre ce qui peut s'apparenter à des excès du pouvoir exécutif, des ministères et j'en passe. Si on se retrouve avec des dispositions où, je dis n'importe quoi, les maires, par exemple, majoritairement, pour la commune de Libreville, appartiennent au même bord que les parlementaires, majoritairement, appartiennent au même bord que l'exécutif, majoritairement, je suis désolé. Ils seront tous d'abord soumis à la discipline de l'exécutif qui est le président du parti. Si l'exécutif dit on casse dans votre quartier demain, les députés qui seront majoritairement issus du parti de l'exécutif ne pourront pas s'opposer à l'orientation du président de leur parti. Les maires ne pourront pas s'opposer à l'orientation du président de leur parti. Et on risquerait de se retrouver dans les mêmes situations. C'est pour cela qu'il nous faut avoir un certain équilibre dans ces environnements. Je prends un cas simple. Si sur les 6 arrondissements de Libreville, on se retrouve avec 3 arrondissements sous contrôle de la majorité bloquante et 3 autres arrondissements sous contrôle, par exemple, du parti au pouvoir, je dis n'importe quoi, avec une proportion assez relative des conseillers locaux, si le président prend une décision qui engage la commune de Libreville, il y aura forcément un débat au niveau du conseil municipal pour arriver à une décision objective pour les plus de 800 000 habitants de la commune de Libreville. Mais si on se retrouve dans une configuration où la plupart des conseillers municipaux appartiennent tous au même bord, que ce soit la majorité bloquante ou un autre parti politique, il y a un véritable danger pour ces populations-là. Parce que si une décision est prise, il serait difficile qu'ils puissent voir exister un débat assez objectif qui pourra contribuer à prendre une décision objective pour le bien du plus grand nombre. Donc, nous, on veut simplement être cette sécurité-là pour nos concitoyens. Alors, les élections qui s'annoncent rudes, honorables, êtes-vous conscient que ce ne sera pas facile? Oui, mais déjà, nous, en fait, en tant qu'acteurs civiques, nous n'avons rien à perdre. Nous ne sommes pas des politiques. Donc, on ne fait pas, en fait, de l'élection un point d'honneur. On gagne. C'est bien. On ne gagne pas, on n'a pas de problème. Parce que ceux qui en font un point d'honneur, c'est ceux qui ont décidé de faire l'activité politique, donc ceux qui sont issus des partis politiques. Ce sont eux qui engagent l'honneur de leur parti, qui engagent les moyens de leur parti. Mais nous, là, on est des débrouillards. Ce qu'on recherche simplement, c'est d'avoir une protection, donc une immunité parlementaire, pour nous permettre de continuer à porter les préoccupations de nos populations. C'est tout. Donc, on n'a pas, on n'a aucun problème là-dessus. Vous savez, moi, je vous prends le cas. Moi, je suis vice-président de l'Assemblée nationale de la transition. Mais vous imaginez bien que si mon ambition première était de redevenir vice-président, sachant que le parti du président aura quand même une majorité, peut-être pas absolue, et on se bat pour qu'il n'ait pas une majorité absolue, aura quand même une majorité, mais j'aurais tout à gagner en allant rejoindre le parti du président, parce que je suis au moins sûr que si je suis élu, le président dira, bon, il faut voter pour Geoffroy Fumbola pour qu'il reste encore vice-président. Maintenant, si les populations estiment qu'en tant que vice-président, j'ai bien fait mon travail, ces populations vont soutenir majoritairement les candidats de la majorité bloquante dans l'espoir de me revoir au bureau de l'Assemblée. J'en profite pour faire comprendre comment fonctionne le Parlement, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Vous savez, comment ça se passe? Quand vous, en tant que citoyen, vous saisissez par exemple le Parlement sur une question, que ce soit la volonté d'ouvrir une enquête parlementaire ou mener une audition, ainsi de suite, votre question est d'abord analysée par le bureau de l'Assemblée nationale, ou bien du Sénat. Le bureau est composé du président de l'institution, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires de bureau. Donc ce sont ces 15 ou ces 16 personnes qui se prononcent sur toutes les questions qui engagent d'abord l'Assemblée en premier. Si votre interpellation, je prends un cas simple, par exemple sur la question Covid, si vous aurez demandé à avoir des informations Covid, mais avant que ça n'arrive en plénière, c'est d'abord le bureau. Si les 15 ou les 16 personnes qui composent le bureau estiment qu'on ne donne pas suite à votre question parce que vous embêtez les gens, ça va à la poubelle. Ça ne va jamais redescendre jusqu'en plénière. Maintenant, si ces 15-là valident, ça commence maintenant à suivre son circuit
on va envoyer cette préoccupation au niveau de la commission permanente, compétente, et cette commission va présenter ça à ses membres de la commission, et si les membres valident, ça va maintenant en plénière. La plénière, c'est ce que vous voyez à la télé, dans la grande salle où on vote des lois. Quand on décide de prendre le contrôle du Parlement, et si vous voulez que vos préoccupations puissent prospérer, il faut vous dire ceci. 1. Est-ce qu'on a suffisamment de députés qu'on vote pour prendre le contrôle des commissions générales? 2. Est-ce qu'on enverra suffisamment de députés pour qu'on ait au moins dans le bureau de l'Assemblée une personne qui porte nos causes? Moi, par exemple, si j'ai pu faire prospérer 3 des 8 propositions de loi, parce que je m'assois à la table du bureau de l'Assemblée nationale. Donc moi, je suis à même de défendre certaines propositions de loi, certains textes. Si certaines questions, souvent jugées incomprises par certains, parce qu'elles trouvaient ça souvent radical, on peut passer. Parce que aussi à l'intérieur, il y avait un acteur civique que j'étais pour dire, bon, ça, en tant que membre du bureau, je pèse aussi de mon poids pour dire non, cette question, même si elle est gênante, elle doit passer. Mais si vous n'avez que des politiques et que vos préoccupations menacent leurs intérêts, mais on met tout ça à la poubelle, ça ne prospère pas. Donc là également, il y a beaucoup de pédagogie qu'on va faire pour que les Gabonais arrivent à voter convenablement. Les militaires ont fait leur travail. Maintenant, c'est à nous, en tant que citoyens, de faire notre travail en veillant à ce qu'on ait un bon Parlement. Tout à fait. Alors, comment intégrer la majorité bloquante? Depuis notre site internet www.lamajoritéblocante.com ou en appelant sur les numéros que nous diffusons régulièrement. Le plus facile serait d'aller sur notre page Facebook, La Majorité Bloquante, pour avoir toutes les informations. Ceux qui veulent être des candidats et se joindre à notre mouvement pourront nous contacter via les numéros de notre permanence ou encore via le messenger de notre page ou encore en nous écrivant ou en remplissant le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Mieux encore, ils peuvent se rendre dans chacune de nos permanences. Nous avons dans chaque province de Gabon une permanence. Nous avons un groupe dans chaque province du Gabon auprès duquel les gens peuvent se rapprocher pour rejoindre la majorité bloquante. Et je suis sûr et certain que du côté d'Alpha Télévision, parce que vous êtes une patriote, vous êtes une major, donc je suis sûr et certain que vous apporterez également votre contribution, surtout que notre objectif est de mobiliser au moins 200 millions pour soutenir les 80 candidatures aux législatives qu'on souhaite présenter, les 30 candidatures aux locales qu'on souhaite présenter, et les 30 candidatures sénatoriales qu'on souhaite présenter, et les 35 listes de candidatures aux élections locales qu'on souhaite présenter, tout en rappelant que la caution pour être candidat à une élection législative et sénatoriale est passée de 350 000 à 1 million. Donc aujourd'hui, on compte sur la mobilisation du plus grand nombre, et pour y arriver, on compte mobiliser au moins 10 000 Gabonais. Et je sais que au niveau d'Alpha Télévision, votre équipe, je peux compter au moins sur 10 personnes qui peuvent être mobilisées. On demande à chacune de ces personnes d'apporter la modeste contribution de 20 000. 20 000 fois 10 000 personnes, ça nous fait les 200 millions que nous avons mobilisés. 10 000 personnes sur plus de 2 millions de la population. Si on est suffisamment conscient de ce que nous sommes en train de dire et ce que nous présentons, il n'y aura aucune difficulté à ce que les compatriotes apportent leur contribution. Tout à fait. Alors, cet état-tête tire à sa fin, mais pour le moment, nous allons donner la parole à l'honorable face à nos internautes pour votre mot de fin. Mais déjà, en mot de fin, je remercie Alpha Télévision pour l'opportunité que vous donnez à la majorité bloquante de s'exprimer. Une fois de plus, mais jamais une fois de trop. Appeler les compatriotes à se mobiliser. Rappeler à nos compatriotes que le coup de libération du 30 août ne peut avoir de sens que si nous arrivons à doter notre pays des institutions fortes. Nous avons déjà doté le Gabon d'un président de la République à la tête de l'exécutif. On doit maintenant se battre à doter le Gabon de parlementaires patriotes. Et au nombre de ces parlementaires, il y a ceux que la majorité bloquante présentera. Et nous invitons nos compatriotes à apporter leur contribution à ces parlementaires. Vous avez un véhicule à disposition, vous avez une imprimante, vous avez du papier, vous avez des moyens financiers. Voilà, donc vous rapprochez de nous, vous vous identifiez comme contributeur, comme donateur, et vous nous aidez justement à atteindre cet objectif. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.
C'est sur ces mots de l'honorable Geoffroy Fumbola Libeka Makosso, coordonnateur de la majorité bloquante, que prend fin ce tête-à-tête. Avec lui, nous avons parlé de la majorité bloquante et ses ambitions. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de Alpha, Chris Ibwanga et Ornella Bazongia. Bonne suite de programme. Au revoir.